KPM étant un institut d'études qui s'est spécialisé dans le verbatim client et dans l'expérience client, et c'est un peu ce partage d'expérience qu'on voudrait faire avec vous aujourd'hui. J'en profite aussi pour vous souhaiter, en espérant que tout se passe bien de votre côté, que ça se passe bien pour vous, pour votre famille, pour les vôtres, et que vous n'êtes pas trop affecté par ce confinement. Je profite aussi pour vous dire, avant de commencer, que on va essayer de garder 5 minutes à la fin pour répondre aux questions que vous aurez pu poser via le chat. Ceux qui sont habitués à ça savent comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué et on essaiera de répondre aux questions en fin de webinaire. Beaucoup de choses à partager avec vous, donc j'en profite, je fonce tout de suite. On est là effectivement pour vous expliquer ce partage d'expérience qu'on a fait. Qui on est, et je vous raconte ça rapidement. On est KPM, donc les KPM, ça fait 15 ans qu'on analyse les verbatims. Et puis, depuis 7 ans, on s'est rendu compte qu'avec les verbatims et le savoir-faire qu'on avait, c'est-à-dire que le savoir-faire d'analyse de verbatim et le verbatim qui est pour nous le retour d'excellence par expérience, enfin le retour d'expérience par excellence que peut offrir un consommateur à une entreprise, on était finalement très bien placé pour modéliser des parcours clients. Alors, des modélisations de parcours clients, c'est ce que vous avez à l'écran. Voilà ce qu'on fait chez nous. Alors, c'est une modélisation type où vous avez ici plusieurs éléments. Vous avez en haut les touchpoints du parcours. C'est-à-dire que globalement, si c'est mentionné dans un des verbatims de vos clients, les 5 000, 10 000 verbatims avec lesquels vous pouvez travailler, ça se retrouvera ici dans un touchpoint, etc. On a des éléments, une fois qu'on a posé ça et qu'on a identifié tous les touchpoints du parcours, on va mettre des éléments de quantification avec ici des bulles d'occurrence, c'est les bulles bleu ciel que vous voyez en bas du mapping, qui sont le pourcentage de clients qui s'expriment sur chaque touchpoint. Et puis surtout, alors je vous explique ça parce qu'on va revenir dessus un petit peu après, et vous voyez des grandes barres bleues et des grandes barres rouges. Là, je vous explique un petit peu comment il faut lire ça. Les grandes barres bleues sont faites qu'à partir des verbatims des clients promoteurs, donc les clients les plus satisfaits, les clients les plus enthousiastes, ceux qui sont très contents de l'expérience qu'ils ont vécue avec vous et avec l'entreprise en question. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir avec quelle intensité ces promoteurs s'expriment sur tel ou tel touchpoint. Leur sujet de satisfaction, c'est dès qu'il y a une barre bleue, mais ce qui nous intéresse, c'est l'intensité avec laquelle ils s'expriment sur un touchpoint ou un autre. Et on voit bien qu'il y a des barres bleues qui sont très hautes et d'autres qui sont beaucoup plus petites. Et bien, c'est cette notion d'intensité. Et en fait, la mesure de l'intensité, c'est quelque chose que nous, on arrive à capter grâce à la syntaxe. Et on est capable de voir qu'il y a des choses, des touchpoints sur lesquels ils s'expriment avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement, beaucoup de motivation. Bref, ça a beaucoup d'impact quand l'entreprise est très bonne là-dessus, beaucoup d'impact sur les clients. Donc, il y a une mesure d'effet wallon. Ces grandes barres bleues, ce sont les grands moments d'enchantement du parcours. Et c'est forcément ces grandes barres bleues dont je vais vous parler, c'est comment les entreprises génèrent ces grandes barres bleues, comment les champions de l'expérience génèrent ces grandes barres bleues. C'est finalement le sujet de notre webinaire du jour. Et par opposition, vous comprendrez que les grandes barres rouges, c'est le contraire, c'est fait à partir des verbatims des clients détracteurs, donc les clients les plus insatisfaits. Et on regarde, on peut mesurer finalement leur niveau de frustration sur chaque, l'intensité de leur frustration, je dirais, sur chaque touchpoint par la profondeur de la barre rouge, qui est plus ou moins profonde, comme vous pouvez le voir. Donc retenez bien cette notion d'intensité de barre bleue, parce que c'est la mesure de l'enchantement, et c'est forcément de ça dont on va parler aujourd'hui. On a travaillé, donc je vous dis 650 modélisations qu'on a réalisées sur les 7 dernières années, c'était ce que il y avait dans la slide d'avant. Voilà les gens pour lesquels on a modélisé ces dernières années. Vous verrez qu'il y a plein d'entreprises très différentes, avec plein de secteurs très différents. C'est cette pluralité des expériences qui nous permet aussi de faire ce retour d'expérience, qui vous permet, je dirais, de comprendre ce qui fonctionne, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit l'entreprise, quelles sont les constantes chez les champions de l'expérience client, quelles sont les constantes derrière la production de ces grandes barres bleues, de ces grands moments d'enchantement, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Vous comprenez qu'aussi, avec toutes ces expériences, ces 650 modélisations, ces centaines d'entreprises qu'on a accompagnées ces dernières années, on est aussi en mesure de proposer beaucoup de benchmarks, des benchmarks sectoriels, des benchmarks B2B, B2C, des benchmarks aussi, je dirais, par thématique, sur l'accueil, sur l'écoute, sur l'accompagnement, sur etc., etc. Bref, c'est aussi la force de ce qu'on a pu produire ces dernières années. Donc, on a travaillé pour ces entreprises, et puis, globalement, c'est évident que un gros 80% des études qu'on fait
sont des études franco-françaises, évidemment, mais on travaille aussi dans 8 autres langues, donc on travaille dans 9 langues au total, et un bon 20% des études qu'on conduit chaque année sont des études internationales. Donc on travaille pour Nespresso dans 10 pays dans le monde, on travaille en ce moment pour Dyson au UK et aux US, on a travaillé pour AXA dans 25 pays dans le monde. Bref, on a une vraie capacité à travailler internationalement, ce qui va venir forcément enrichir les diagnostics qu'on fait, qui ne sont pas donc des diagnostics que franco-français. Alors, j'en viens à notre sujet. D'abord, et je voudrais commencer en disant il n'y a absolument aucune fatalité. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout parce que vous êtes dans un secteur que vous n'avez aucune chance de pouvoir produire une expérience remarquable. Je m'explique. Quand on fait ce benchmark, quand on regarde les 650 modélisations qu'on a pu faire, les deux premiers du classement, finalement, ceux qui produisent les plus belles expériences, parce qu'on est capable de mesurer les scores d'expérience et de les benchmarker sur les autres, bien sûr, par rapport aux autres, mais les deux meilleurs scores qu'on ait jamais rencontrés, le premier score, c'est une entreprise de luxe internationale que vous connaissez tous, dont je n'ai même pas le droit de mettre le logo ici, donc il n'est même pas dans la liste des clients qui sont là. C'est la meilleure expérience qu'on ait jamais rencontrée. Mais la deuxième meilleure expérience qui est juste derrière, et c'est l'image que vous comprenez ici, c'est une entreprise de centre auto. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être à la fois dans les effluves de parfum, dans le luxe absolu, etc., et dans le cambouis, et être capable, quand même, dans ces deux cas figure, de produire des expériences remarquables. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est là où on en revient à ce que c'est que la satisfaction client. La satisfaction client, c'est ce delta entre ce que le client attend et ce que vous produisez, ce que vous leur donnez. Et c'est ce delta-là qui provoque la satisfaction, voire l'enchantement des clients. Et je vous dis, qu'on soit dans les effluves de parfum, qu'on soit dans le cambouis, on est capable de provoquer et de produire des expériences formidables, remarquables. Donc, il n'y a pas de fatalité, quel que soit le secteur, on peut y arriver. Après, quand on regarde cette customer experience, et c'est les customer experience les plus remarquables qu'on ait rencontrées ces 7 dernières années, il y a une vraie constante qui est que, globalement, ceux qui produisent des customer experience remarquables ont tous, à la base, travaillé l'excellence relationnelle. Ce qui fait vraiment la puissance d'une expérience client, c'est la qualité de l'expérience relationnelle. C'est l'excellence relationnelle qui est déterminante. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que j'affirme ça de façon peut-être un peu péremptoire? Parce que, globalement, on revient aux 650 modélisations et aux barres bleues dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on isole les top 5, les 5 plus grandes barres bleues de chaque parcours qu'on a fait, donc les 5 plus grandes barres bleues de chacun des 650 parcours qu'on a fait, donc on parle de plus de 3000 barres bleues, hein, plus de 3000, 5 par 650, on est au-delà de 3000. Quand on regarde ces plus de 3000 barres bleues, on s'aperçoit que 95% de ces 3000 et quelques barres bleues sont des barres bleues relationnelles. Donc les grands moments d'enchantement, les grands moments qui marquent les clients, les choses qui finalement, ce qu'ils retiennent d'une expérience qu'ils vivent avec une entreprise, c'est avant tout les éléments relationnels qui sont prédominants, qui écrasent tout. Les grands moments, les grandes barres bleues sont des barres bleues relationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le relationnel? Je vais revenir dessus dans une minute. Et par opposition, je dirais très logiquement, souvent les barres rouges les plus profondes sont aussi des barres relationnelles. Donc le relationnel est déterminant et il y a une espèce de prédominance fantastique du relationnel qui s'imprime véritablement dans la mémoire des clients quand ils parlent de l'expérience qu'ils ont avec telle ou telle entreprise. Donc le relationnel est prédominant et c'est intéressant de penser au poids du digital dans le discours. Et l'expérience nous montre sur ces 650 expériences que le digital est finalement je dirais presque le parent pauvre de l'expérience client. Le parent pauvre, pourquoi? Parce que finalement, ça ne concerne que le parent pauvre, parce que le discours sur le digital, c'est que 2,5% du discours en moyenne. La plupart du temps, c'est entre 2 et 3%. Alors bien sûr, quand on est sur des business du type banque en ligne, où l'appli est déterminante, le discours est largement plus important. Mais globalement, sur des business qui ne sont pas 100% digitaux, le discours sur le digital est très pauvre. Très pauvre, les barres bleues sont petites, les barres rouges ne sont pas toujours bien profondes, et le discours en nombre est faible. Quand on pense aux investissements qu'on conduit, les investissements qui ont été mis dans le digital par les entreprises ces dernières années, c'est presque vertigineux de penser que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est retenu. C'est quelque chose d'indispensable, et je ne critique pas ça, mais ce n'est pas ça qui s'imprime dans la tête des clients quand ils parlent de l'expérience.
Alors, je vous disais, excellence relationnelle, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je pense que c'est important qu'on se mette un petit peu d'accord là-dessus avant d'aller un peu plus loin dans ce décryptage. L'excellence relationnelle, pour nous, c'est très simple, c'est deux choses. L'excellence relationnelle, c'est de la posture et c'est des process. Ce qu'on entend par là, c'est que l'excellence relationnelle, bien sûr, c'est de la posture. Bien sûr que la qualité de l'échange, de l'interaction que j'ai avec le technicien qui vient chez moi, avec la personne qui est au centre d'appel, avec le vendeur en boutique, bien sûr que cette expérience-là, elle est déterminante. Et bien sûr que les éléments de posture relationnelle, le savoir-faire, le savoir-être des personnes avec lesquelles je suis en relation, il est bien sûr très important là-dessus. Mais là, le relationnel, ça n'est pas que ça. Le relationnel, ce sont aussi des process. Ce que je veux dire, c'est que les process sont relationnels. Un process de livraison bien pensé, avec un suivi détaillé, etc., avec une livraison, etc., c'est du relationnel. Un process de suivi de réclamation, de gestion de la réclamation, etc., c'est relationnel, parce que ça dit des choses, parce que ça en dit long sur la centricité client de l'entreprise, ça en dit long sur l'attention qu'elle porte à ses clients, ça en dit long sur le respect qu'elle a pour eux, ça en dit long sur sa capacité à se mobiliser pour solutionner le problème du client, etc. Forcément, les process sont relationnels. Même un process de réclamation, excusez-moi, un process de réclamation, je n'en parle, même un process de résiliation, je voulais dire, même un process de résiliation est relationnel. Parce que la façon dont vous dites, dont vous prenez, un client prend congé, s'en va, etc., la façon dont vous êtes, est-ce que vous lui mettez des bâtons dans les roues, ou au contraire, est-ce que vous êtes, justement, au contraire, vous ne mettez pas des bâtons dans les roues, elle est déterminante, elle dit des choses sur vous. Donc, le relationnel, c'est de la posture, c'est des process, bien évidemment. Après, maintenant que ça c'est clair, ce que je vous propose, c'est de rentrer de deux façons dans ce sujet-là. Ce que je vous propose, c'est de voir comment les champions d'expérience client attaquent le sujet justement de cette expérience client. Quels sont leurs angles d'attaque? Quels sont les prismes par lesquels ils passent pour être très bons dans cette façon de réfléchir autour de l'expérience client et une façon de la manager. Et puis derrière, ce que je vous propose, c'est de voir plutôt leur méthode de travail, notamment leur méthode de travail, souvent beaucoup plus en interne. Comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils se mobilisent là-dessus. Donc ce que je vous propose, c'est de faire ça en deux temps, avec un, les angles d'attaque, les prismes, et deux, les méthodes de travail. Alors première chose, les angles d'attaque, des champions d'expérience client. Le premier, ce sont des gens qui ont choisi des moments. Ils ont choisi 4-5 moments clés de l'expérience. Et c'est des moments qu'ils ont designés au cordeau. On sait très bien comment est-ce que, il y a une dizaine d'années, on était impressionnés quand on rentrait chez Nespresso, la façon dont on était accueillis, etc. Bien sûr que c'était extraordinairement pensé, bien sûr que ça a été extrêmement scénarisé, bien sûr que c'était très bien pensé et très bien scénarisé, et ça donnait une expérience remarquable. Je vais vous donner un autre exemple de ce design. On est, j'espère, alors c'est une vidéo, je vais essayer de partager l'écran, ça s'annonce un peu sportif parce que les tests n'étaient pas très fantastiques là-dessus, et je vais partager l'écran avec vous. Alors, attendez, toc, voilà, hop. Et normalement, vous devriez avoir une petite fenêtre, et je vais vous montrer comment chez KLM, est-ce qu'on est bon? J'ai un espèce d'écran témoin là-bas. Voilà. Je vais vous montrer comment chez KLM, le département des objets perdus a justement designé le moment de comment je retrouve, comment je fais en sorte de retrouver la personne et de lui redonner l'objet qu'elle a oublié dans l'avion, avec ce constat que souvent la personne était encore dans l'aérogare au moment où on découvrait l'objet, le doudou, le téléphone, la sacoche qui avait été oublié dans l'avion. Donc leur idée était simple, c'était comment je fais pour retrouver très rapidement la personne tant qu'elle est encore dans l'aérogare, parce qu'une fois qu'elle part de l'aérogare, ça devient beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Voilà la solution trouvée par KLM. Vous allez voir que c'est une solution à la fois efficace et impactante émotionnellement. J'espère que vous pourrez voir la vidéo. Ja, ontzettend leuk. Persoonlijk vind ik hem gewoon een aanwinst voor het bedrijf. En hij kan ook echt iets wat niemand anders kan. Ons primaire doel is om gevonden voorwerpen zo snel mogelijk terug te brengen naar de eigenaar. We houden daarvoor social media in de gaten en de crew die na elke vlucht het vliegtuig checkt. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat we natuurlijk een beetje hulp daarbij krijgen.
trainen op spierkracht, uithoudingsvermogen en ja, socialiseren. Ja, en als je die reacties ziet, dan is dat eigenlijk wel heel mooi. Hij komt regelmatig langs, maar ja, ik moet ook eerlijk bekennen, ik verwen hem ook wel. Mind your step. Mind your step. Vous avez vu qu'ils ont trouvé une solution formidable, c'est-à-dire un chien. Un chien qui vient dans l'avion, qui renifle l'objet et qui part à toute vitesse dans l'aérogare pour retrouver la personne. Il est équipé, vous avez vu, d'une petite sacoche dans laquelle on peut mettre les objets, et le chien retrouve les gens dans l'aérogare. Le système est incroyablement efficace et surtout incroyablement impactant émotionnellement. Voilà un moment qui a été très très bien pensé et pour en maximiser l'impact. Parce que quand c'est un chien, le chien s'appelle Sherlock, en plus le chien est absolument adorable, c'est un chien que vous avez envie de prendre dans vos bras, ça a l'air d'être le toutou le plus gentil de la Terre. Forcément, l'impact est extraordinaire. Et quand le gamin retrouve son doudou amené par Sherlock, un tel chien, forcément, c'est un moment inoubliable. Donc, KLM, dans l'aéroport d'Amsterdam, à Schiphol, a su créer un moment designer un moment qui est à la fois très efficace et très impactant émotionnellement. Les champions de l'expérience client pensent à l'impact émotionnel des moments qu'ils designent, des moments qu'ils choisissent, des moments très forts. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ces champions sont très forts dans la résolution du problème client. Tous. Et c'est une constante qu'on a pu voir, c'est que la résolution du problème client, c'est toujours un des 4 ou 5 moments de vérité d'une expérience client qu'offre une marque, une entreprise. Et dans cette résolution du problème, les champions sont toujours très, très, très forts. Et l'enjeu, et ils l'ont bien compris depuis très longtemps, l'enjeu n'est pas de résoudre le problème du client, bien sûr qu'il faut le résoudre, bien sûr, mais c'est la façon dont vous le résolvez qui est déterminante dans l'appréciation que le client va porter là-dessus. Donc, les champions de l'expérience client prennent un soin fou à faire en sorte que la résolution du problème du client soit impactante, qu'elle dise des choses sur leur centricité client, sur l'attention qu'ils leur portent, sur le respect qu'ils ont pour leurs clients, bien évidemment. Je vous donne un exemple que j'ai souvent raconté et que je trouve très marquant là-dessus. C'est quelqu'un avec lequel on faisait une étude, un consommateur qui me racontait qu'il était chez lui un matin et que dring dring, ça sonne et c'est un livreur de chez Amazon qui vient lui apporter le livre qu'il a commandé. Le livreur arrive, lui donne le colis, repart, et là quand il ouvre ce colis, le client me raconte qu'il se rend compte qu'il vient de recommander le tome 1 alors qu'il voulait commander le tome 2. Donc il appelle tout de suite l'hotline d'Amazon, tombe sur la fille d'Amazon, lui explique son cas, et la fille d'Amazon, ni une ni deux, tout de suite, sans crier gare, lui dit « Aucun problème, monsieur, vous gardez votre tome 1, je vous renvoie gratuitement le tome 2. » Il est tellement étonné par ça qu'il me dit « J'arrive à balbutier, mais pourquoi vous faites ça ?» qui va presque à l'encontre de ses intérêts. Et la fille d'Amazon a son petit discours très rodé là-dessus. Elle lui dit « Écoutez, monsieur, c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas, on se prépare à ça. Vous commandez sur Internet aujourd'hui sur votre desktop, sur votre ordinateur. Demain, vous commanderez sur votre iPhone ou sur votre téléphone portable. Ça prendra de plus en plus les risques d'erreur seront là. Donc, ne vous inquiétez pas, on se prépare à ça, tout va bien. » Voilà. Il raccroche, il est super impressionné. 2 heures après, dring dring, deuxième livraison de la matinée. Donc, le client va vivre un side-by-side assez unique. Et c'est un concurrent dont je vous cacherai le nom, qui arrive, et là, il a commandé, cette fois-ci, ce client a commandé ce que les Anglais appellent un coffee table book, vous savez, un beau livre, qui est bien sûr destiné, qui a une fonction de lecture, mais qui est aussi prédestiné à trôner un peu fièrement sur la table basse du salon. Donc il y a, parce que c'est un beau livre, il fait beau, etc. Bref, le livre a une double fonction, une fonction de lecture et une fonction décorative. Et quand le livreur lui apporte le livre en question, ce coffee table book, ce beau livre, le client est déçu et il me dit c'est terrible parce que le livre est corné. Alors bien sûr que je peux le lire, mais par rapport à la fonction décorative auquel je prédestinais ce livre, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc il appelle la hotline de ce concurrent d'Amazon, explique la situation, et la personne qui lui répond fait un « Ah oui, c'est embêtant, et puis il y a 2 minutes de marécageuses, de porte-bonnes qui s'en suivent, conclues par un « Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos ?» Et là, c'est terminé. C'est terrible parce que le « Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos ?» c'est un véritable tue-l'amour. Il raccroche, en fait, et il me dit « Je fais le bilan de cette matinée. » Et le bilan de la matinée est terrible.
Parce que d'un côté, il me dit, c'est incroyable, d'un côté, Amazon, je me trompe, c'est moi qui me trompe, et c'est eux qui prennent à leur charge mon erreur, le client, et de l'autre côté, ils sont incapables d'emballer un bouquin comme il faut, et c'est à moi de montrer patte blanche. Ce qui est terrible, c'est que 2 jours plus tard, il aura le tome 2 et le beau livre, de nouveau. Pas écorné cette fois-ci. Et le beau livre coûte beaucoup plus cher que le tome 2. Donc l'effort pour le concurrent est beaucoup plus important. Mais dans sa tête, c'est terminé. Amazon est là, j'essaie de le montrer sur la vidéo, et le concurrent est là. Ce que je veux dire, c'est que c'est terminé et il ira toujours voir Amazon. Donc, la résolution du problème du client, l'enjeu n'est pas de résoudre le problème du client, c'est la façon dont on va le résoudre qui est déterminante. Et on voit bien que le diable est dans les détails ici. Que c'est finalement, c'est en maîtrisant les détails qu'on arrive à être très bon dans la résolution du problème. C'est ça qu'il faut maîtriser et c'est ça qui est indispensable. Troisième sujet qui fait, et troisième prisme par lequel les champions attaquent l'expérience client, c'est la volonté de donner un supplément d'âme, de montrer le dévouement des collaborateurs, de produire cette espèce d'extra mile qui fait que finalement on va faire une différence. Moi, je pense à des expériences comme ça qu'on a pu voir, par exemple, dans l'automobile, où le client qui vient porter sa voiture pour une révision ou pour une réparation, ces concessions sont de plus en plus à la périphérie en périphérie urbaine. Donc, du coup, tu vois, vous avez laissé votre voiture, la question se pose de comment est-ce que vous rentrez chez vous, comment vous retournez sur votre lieu de travail. Et là, on a vu plusieurs solutions. Il y a simplement les concessions qui font bonjour monsieur, vous revenez à 18h ou demain matin pour récupérer votre voiture. Il y a ceux qui sont un petit peu plus conscients et qui disent là à 150 mètres, il y a un arrêt de bus, tenez, voilà un ticket, et vous prenez le 127, ça vous ramènera directement au centre-ville. Ou mieux, et c'est là où on voit le supplément d'âme, il y a ceux qui disent écoutez monsieur, j'ai un commercial qui va passer et il va vous ramener directement dans sa voiture en centre-ville. Et la différence est énorme. La différence est absolument énorme. Donc du coup, c'est ça qui va faire la différence, et c'est ça qui fait à un moment que on est dans l'extra mile, dans la chose que le client n'attend pas, dans ce fameux delta dont je vous parlais tout à l'heure, entre ce que le client attend et ce que vous lui livrez, on est complètement là-dedans. Un autre type de supplément d'âme qui est très marquant aussi, c'est l'attention portée aux accompagnants. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la personne qui porte l'acte d'achat, qui est le client principal, etc., mais il est entouré d'autres gens. Et on avait vu des solutions absolument remarquables, par exemple chez Grand Optical, où chez Grand Optical, ils avaient remarqué qu'il y avait un pic d'affluence à la sortie des écoles. C'est-à-dire que vers 16h30, 17h, souvent, le parent, papa ou maman, venait avec le petit garçon et la petite fille pour faire les lunettes de l'un des deux. Et là, c'était très difficile chez Grand Optical de gérer ce moment-là pour le collaborateur de Grand Optical, parce que des enfants qui sortent de l'école, qui viennent de faire une journée d'école, ils sont un tout petit peu déchaînés dans un magasin de lunettes, ça touche à tout, etc., etc. Papa ou maman court derrière eux pour les calmer, etc. Bref, c'est très difficile de faire du business. Et tout d'un coup, l'idée formidable de Grand Optical, ça a été de dire qu'il faut designer ce moment-là. Ce moment est important, il faut qu'on soit bon là-dessus, et il faut qu'on crée les conditions du business. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'était déjà il y a une dizaine d'années, et il y a plus d'une dizaine d'années, et Grand Optical était peut-être la première entreprise à véritablement penser expérience client en France. Grand Optical avait trouvé la solution. La solution était toute simple, c'était que le collaborateur proposait, avec l'accord du parent bien sûr, se mettait au niveau des enfants, s'agenouillait et leur disait « Est-ce que ça vous dirait un chocolat chaud et des gâteaux ?» Les enfants étaient stupéfaits, ils s'attendaient à tout sauf à ça. Le collaborateur partait en cuisine pendant 5 minutes, revenait avec 2 chocolats chauds, un petit plateau, des gâteaux, etc. On s'asseyait tous autour d'une table et on avait le calme. Les enfants étaient ravis. Le parent, le père ou la mère était absolument enchanté et les conditions de calme étaient créées pour faire du business, mais plus que des conditions de calme. Il y avait déjà un a priori incroyablement positif de la part du parent, parce qu'on faisait tellement plaisir à ses enfants que forcément, il était extrêmement enclin à faire du business avec Grand Optical. Cette attention aux accompagnants, on l'a vu aussi par exemple chez l'Occitane, où l'Occitane, les gens de l'Occitane dans les boutiques font très très attention à qui accompagne la personne. Le mari, par exemple, qu'est-ce qu'on fait du mari pendant que madame choisit ses produits, qu'est-ce qu'on fait des enfants, etc. Ils font très attention, il y a des gâteaux, il y a du thé, il y a des choses offertes comme ça. Et même dans ces centres auto, on avait travaillé nous avec Euromaster en Hollande. Euromaster faisait très attention en été à ce que quand un client arrivait avec son chien, la première personne auquel on s'adressait, c'était au chien.
personnel de Roadmaster proposait tout de suite au chien une écuelle d'eau parce qu'on pensait que le chien avait besoin de s'hydrater, de se rafraîchir, etc., etc. La première personne auquel je me s'adressais, c'était le chien. Très puissant comme chose. Donc, on est effectivement dans ces choses que le client n'attend absolument pas, on est dans ce supplément d'âge, on est dans ce dévouement, on est là-dedans. Quatrième angle d'attaque des champions de l'expérience client, c'est le fait d'être très bon là où les autres sont mauvais. Ça me fait penser à la situation de James Dyson. Je vous disais, vous travaillez pour Dyson en ce moment. James Dyson a une situation qui dit, je vais vous la lire, notre mission est simple. Il parle de la mission d'entreprise. Donc, notre mission est simple. On est là pour résoudre les problèmes que les autres ignorent. Et bien, c'est exactement ça. On est là pour résoudre les problèmes que les autres ignorent. On est là pour être très bon là où les autres sont pas bons. Et c'est ça qui fait forcément une perception et des écarts de perception chez les clients qui sont d'autant plus importants. C'est par exemple ce qu'a fait très bien, je pense, la Maïf il y a des années et des années et des années, où à une période où les autres assureurs étaient vraiment pas très bons sur la gestion de sinistres, Maïf a dit non, sur la gestion de sinistres, on sera impeccable. Et on sera très bon. Et c'est comme ça que Maïf s'est fait une réputation fantastique. C'est aussi comme ça, et c'est pas qu'une question de réputation, c'est qu'aujourd'hui, Maïf a les taux de churn, les taux de résiliation les plus bas du marché de l'assurance. Donc, c'est aussi ça l'impact de ça. Donc, Maïf a choisi d'être très bon là où les autres n'étaient pas bons. Alors, les autres, ils ont compris depuis, ils sont en train de remonter la pente, etc., etc. Et ils sont en train certains sont devenus aussi très bons dans la gestion de l'indemnisation, dans la gestion des sinistres. Mais c'était très important ce choix de Maïf, et je trouvais ça très spectaculaire, et je pense qu'ils en tirent tous les bénéfices aujourd'hui. Je regarde un peu mes notes aussi, cet état d'esprit, on le trouve aussi, par exemple, on a travaillé récemment avec Bulgarie, et chez Bulgarie, il y a un moment qui est toujours très particulier dans la gestion dans un centre de relations clients, c'est le passage d'un conseiller à un autre. C'est-à-dire que quand on passe le dossier d'un conseiller à un autre, à un jour d'intervalle, ou même dans la conversation, etc. Et les clients de Bulgarie vous expliquent à quel point ils sont stupéfaits par la qualité du passage de témoin d'un conseiller à un autre. Ils ont l'impression qu'il y a zéro déperdition d'informations, même les plus infimes détails passent d'un conseiller à un autre, si bien qu'ils ont absolument l'impression qu'il y a, mais vraiment, ils sont absolument surpris. Or, on sait bien que c'est toujours un moment faible de ce passage de témoin d'un conseiller à un autre, et toujours un moment où, même si c'est bien fait, il y a quand même toujours une déperdition d'informations. Chez Bulgarie, ils font très très attention à ce qu'il y ait zéro déperdition d'informations. Ils sont bons, ils sont très bons, là où les autres ne sont pas très bons en général. Et puis, juste un dernier exemple, on l'a beaucoup vu aussi dans certains, justement, je pense à des centres auto aussi, ou dans certains magasins aussi, où le client qui arrive 30 secondes avant la fermeture, on le traite comme un client. On prend le temps qu'il faut le traiter, on ne l'expédie pas, on fait très attention à ça, et comme on a tous l'expérience en tant que consommateur d'avoir été expédié, genre tout le monde l'œil sur la montre, le stress, le truc qu'on doit faire en 2 minutes, etc., alors que les meilleurs font très attention à ça, à ne pas stresser les clients là-dessus, et à leur laisser toute l'attitude pour justement, dans une agence bancaire, dans un commerce, pour le laisser choisir et qu'il prenne son temps et qu'il n'ait jamais l'impression d'être rushé. Voilà. Et c'est là aussi une façon d'être très bon là où les autres sont bons. J'accélère un peu parce que le temps tourne et je ne suis pas en avance. Cinquième prisme par laquelle les champions de l'expérience client attaquent ces sujets d'expérience client, c'est l'idée d'être bon pendant la vente, mais d'être excellent après la vente. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, et nous on le voit dans les études qu'on fait sur l'enchantement client, où on demande à 2000 consommateurs français de nous raconter leur plus belle expérience de consommation, et on voit bien que le discours va de plus en plus vers l'après-vente, et que l'enchantement se situe de plus en plus dans l'après-vente. Pourquoi on vous dit ça ? Parce que globalement, on s'est rendu compte, si vous voulez, le constat est tout simple, c'est que le même ordinateur, le même produit électronique, etc., vous pouvez l'acheter à 15 entreprises, chaînes de magasins, et à 20 sites de e-commerce. Donc le même produit, vous pouvez l'acheter à 35 entreprises différentes. Donc l'enjeu n'est plus le produit que vous achetez, mais c'est le à qui vous l'achetez ce produit. Et le à qui vous l'achetez, ça amène à la question de comment ces gens seront le jour où il y aura un problème. Ça, c'est déterminant. Comment seront-ils le jour où il y aura un problème? Comment se comporteront-ils? C'est déterminant. Et c'est aujourd'hui ça qui fait que de plus en plus, le client se projette après la vente, une espèce d'anticipation de comment seront-ils le jour où il y a un problème. Donc, il y a une nécessité de maîtriser les signes,
d'instiller de la confiance dans la phase de transaction, de vente, etc., etc. Et surtout, cette idée qu'il faut être très très bon après la vente. On reprend l'exemple de Maïf, qui est très bon après la vente du contrat d'assurance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la transaction était, jusqu'il n'y a pas très 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 longtemps encore, la fin de la relation. Aujourd'hui, c'est le commencement de la relation. J'achète un produit et je commence une relation avec une entreprise. Et c'est ça qui change fondamentalement. Sixième prisme, c'est l'idée de présupposer la défiance des clients. Les meilleures entreprises présupposent la défiance des clients. Alors je sais que c'est toujours un peu problématique de se dire « Oh, les clients n'ont pas confiance en moi ». Mais non, les clients n'ont pas confiance. Les clients ont confiance en personne. Les citoyens n'ont plus confiance dans les politiques. On a vu ça il y a encore très peu de temps. Donc là, on est dans une société de défiance et les meilleurs, ceux qui sont très bons, ont présupposé la défiance des clients. Pendant très longtemps, Amazon a été l'entreprise préférée des Français parce qu'elle avait présupposé la défiance des clients. En fait, elle n'avait pas le choix. Amazon, et comme tous les meilleurs e-commerçants, devait vendre des produits que les clients ne voyaient pas. Les clients devaient acheter ces produits à des gens qui ne verraient jamais, avec des moyens de paiement dans lesquels ils n'avaient aucune confiance. Donc forcément, ces gens-là ont été obligés de lutter contre la défiance originelle qu'avaient les consommateurs vis-à-vis d'eux. Et en luttant contre cette défiance originelle, ils se sont mis à traquer toutes les traces de défiance. Et en traquant toutes les traces de défiance, ils sont devenus très 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 bons. Il faut comprendre que si aujourd'hui on est à l'ère de l'expérience client, c'est justement parce qu'on est dans une société de défiance. C'est qu'aujourd'hui, les clients ne croient plus les discours et ils croient beaucoup plus les actes que les discours, d'où la prédominance finalement, si vous voulez, de l'expérience client sur la communication, par exemple, ce que vous comprenez bien. Donc du coup, il faut traquer les sources de défiance. Un exemple, c'est un petit peu la photo que vous voyez ici, c'est que par exemple, travaillant dans le Drive, on s'est rendu compte que les meilleures expériences dans le Drive, donc ces produits que vous achetez et qu'on vous livre, c'est au moment où vous venez chercher que vous venez chercher en magasin, au moment où vous présentez les produits qu'on va mettre avant qu'on les mette dans votre coffre, les meilleurs drivers, je dirais, sont ceux qui vous présentent le produit. C'est ceux qui vous présentent les produits les plus problématiques, à savoir les produits frais, parce que leur véritable enjeu, il est là. Donc en vous présentant d'emblée les produits les plus problématiques, ceux qui sont les plus sujets à caution, forcément, ils vous disent « ayez confiance en vous ». Et je pense que c'est une façon très simple. Voilà un exemple qui vous montre comment est-ce qu'on peut présupposer la défiance des clients et jouer avec, et en faire presque un argument d'éthique et de qualité d'expérience client. Septième prisme, c'est l'idée de singulariser après avoir facilité. Je vais passer vite là-dessus, mais c'est une idée très simple, c'est que les clients, parce qu'il faut que je vous parle des méthodes derrière, les clients, on sort des années de la facilitation d'expérience, ça veut dire qu'il faut compliquer l'expérience, bien évidemment, mais globalement, pendant des années, faciliter l'expérience de ces clients, c'était s'attirer leur forte satisfaction, voire leur enchantement. Ça marche moins bien aujourd'hui. Ça marche moins bien parce que, globalement, les expériences ont été considérablement facilitées par rapport à ce qu'elles étaient aujourd'hui. Et aujourd'hui, si l'expérience n'est pas facile, ça énerve, au contraire. Mais je veux dire, donc on voit bien qu'on est passé de l'autre côté de la montagne, ici. Hein. Maintenant, il faut singulariser. Alors, singulariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut personnaliser la relation. Mais personnaliser, c'est pas un mot assez fort. Je pense qu'il faut la singulariser, il faut l'individualiser. Il faut donner le sentiment à votre client que ce qu'il vit est unique. Un exemple très clair qu'on a vu dans l'automobile, c'est que, traditionnellement, les constructeurs automobiles avaient tendance à, quand ils livraient une voiture neuve à un client, ils avaient tendance à mettre systématiquement le couple magique qui était pour eux la bouteille de champagne plus le bouquet de fleurs. Avec l'idée un petit peu que le bouquet de fleurs, il y avait le champagne pour monsieur et le bouquet de fleurs pour madame, qui était une espèce de schéma un peu dans lequel ils étaient un peu à l'époque. Bouquet de fleurs plus champagne, ça marchait très bien. Et puis on a vu au fil des années que c'était de moins en moins efficace. Et pourquoi c'était de moins en moins efficace? Parce que ça faisait standardiser, tout simplement. Ça faisait standardiser, ça faisait automatique. Et donc, du coup, les meilleurs constructeurs automobiles ont commencé à essayer de chercher des solutions plus personnelles. Et notamment, aujourd'hui, le vendeur, le commercial, a bien sûr pour mission de vendre la voiture, mais de cette mission, il y a une sous-mission qui est de repérer chez son client des centres d'intérêt. Et en fonction des centres d'intérêt, on va lui faire un cadeau qui résonne par rapport à ces centres d'intérêt, qui est sur ces centres d'intérêt. Alors, ça peut être un livre, ça peut être une place de spectacle, ça peut être une place pour un événement sportif, etc. Quel que soit, mais bref, on va lui trouver quelque chose qui résonne. Et qui donne le sentiment au client que finalement, c'est un cadeau qui est fait pour lui uniquement. Et c'est ça la différence. Même chose chez Starbucks. Starbucks, c'est la photo que vous voyez ici, ils ont cette façon de mettre systématiquement le prénom des gens, de leurs clients.
Ils ont été beaucoup copiés, mais copiés parce que les gens pensent que faire de la personnalisation, c'est juste mettre le prénom de la personne. En fait, il faut comprendre que chez Starbucks, c'était que le début. Chez beaucoup de copieurs de Starbucks, ça a été vu comme une fin en soi, alors que chez Starbucks, c'était le début de quelque chose. C'est-à-dire qu'on prend le nom de la personne pour faire quoi? Pour pouvoir se rappeler de ce nom, ce prénom la prochaine fois quand le client revient. Et les baristas de Starbucks font très attention à ça. Et quand vous interrogez les clients de Starbucks, comme on l'a fait nous aux États-Unis, on s'aperçoit que les clients de Starbucks sont incroyablement impressionnés par la capacité des baristas de Starbucks à les reconnaître, à les rappeler par leur prénom et à reconnaître leurs histoires et à même à noter chez eux qu'ils ont perdu des kilos ou qu'ils ont changé leur coupe de cheveux, ce que même leurs amis les plus intimes ne remarquent pas. Donc ils sont absolument impressionnés par ça. Donc le prénom, l'obtention du prénom chez Starbucks, c'est le début d'une relation individualisée. L'heure tourne, j'accélère, mais je suis quand même déjà assez à fond quand même. J'arrive aux méthodes de travail. Méthode de travail, première méthode de travail, c'est l'idée de se focusser, et c'est ce que font les champions, de la façon dont ils travaillent l'expérience client en interne, c'est cette idée de se limiter à 4 chantiers par an. 4 chantiers, pas plus. 4 chantiers par an, parce que si vous partez sur 10 chantiers, c'est pas jouable. En fait, si vous partez sur 10 chantiers, vous vous éperpillez, vous n'arrivez pas à mobiliser vos équipes, vous n'arrivez pas à les motiver, etc. En fait, alors 4, ça peut être 5, ça peut être 3, mais aux alentours de 4, on a le bon chiffre, c'est cette capacité de mobilisation de toutes vos équipes pendant 1 an sur 4 sujets. Et vous ne pouvez pas leur demander plus. Et l'idée, c'est de se faire en sorte qu'à la fin de l'année, ces 4 chantiers sont réglés, acquis, etc., passés dans les habitudes, et qu'on repart pour 4 autres chantiers l'année prochaine. L'expérience client, c'est quelque chose qui se travaille 4 par 4, et c'est les champions d'expérience client, croyez-moi, qui nous ont complètement fait comprendre ça. Deuxième chose, c'est que les champions d'expérience client, on l'a vu, nous, travaillent en task force. C'est extraordinairement puissant, c'est impressionnant, c'est-à-dire que quand ils travaillent ces sujets, tous les parties prenantes sont réunies autour de la table. Toutes les parties prenantes, tous les départements sont là. D'abord, c'est le reflet de ce que c'est que la Customer Experience, qui est le sujet le plus transverse aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, c'est normal que tout le monde soit autour de la table. Tout le monde autour de la table, on l'a vu par exemple quand on a travaillé avec Sephora il n'y a pas très longtemps. J'étais impressionné de voir que chez Sephora, même la formation était autour de la table. Alors, parce qu'on travaille sur une approche miroir client-collaborateur, donc forcément, sur la restitution de tout ce qui concernait les collaborateurs et de la mise en miroir avec les clients, l'information était là, parce qu'il y a plein d'informations pour eux à piocher dans les programmes de formation et dans les idées de formation qu'ils pouvaient avoir pour l'avenir à venir. Donc, travailler en task force, c'est clé. On l'a vu dans plein d'autres entreprises, chez Cofidis par exemple, là aussi, tout le monde, dès la restitution de l'étude, tout le monde est là autour de la table. Tout le monde est là autour de la table. Ils ont même créé un logo, il y a un nom sur le projet, etc. Enfin bref, il y a une mobilisation en interne qui est absolument phénoménale. On l'a vu aussi chez Air France, où je me souviens de quelqu'un d'Air France qui me racontait qu'ils ont des réunions mensuelles pour parler expérience client, résoudre autour des processus, etc. Et lui, il me racontait à la relation client qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait un juriste. Il y avait un juriste qui était là, et il se disait, mais c'était un empêcheur de tourner en rond. Enfin, il le voyait comme un empêcheur de tourner en rond potentiel, jusqu'au jour où, effectivement, le juriste a commencé à dire stop à 2 ou 3 choses qu'il voulait mettre en place, en disant non, juridiquement, c'est pas viable, etc., etc. Donc, il était encore plus vécu comme un empêcheur de tourner en rond, jusqu'au moment où, un jour, c'est le juriste qui a débloqué une situation compliquée avec les syndicats, etc. Et c'est le juriste qui a débloqué la situation. Et ce jour-là, ce type de relation client m'a dit, j'ai compris pourquoi ça valait le coup que tout le monde soit là. Et puis surtout, ça développe un esprit d'entraide, de coopération entre les différentes parties prenantes. C'est aussi ça le bénéfice d'avoir tout le monde autour de la table, c'est qu'à un moment, le juriste aide, donc du coup, on aidera le juriste la prochaine fois, etc. Bref, on s'entraîne entre eux. Je termine avec aussi ça, ce constat qu'on a pu faire. Ce n'est pas forcément toujours des champions. Ce que je veux dire, c'est que les entreprises qu'on a vues le plus progresser avec nous ces dernières années sont des entreprises qui avaient tout le monde autour de la table. On a vu des progrès spectaculaires chez Bouygues Télécom, chez MAF, chez Engie, à partir du moment où ils s'est intéressé au processus. Chez Hello Bank. Hello Bank, c'est une entreprise qui, en 2 ans, a pris 62 points de NPS. D'accord ? 62 points de NPS en 2 ans, parce que tout le monde était autour de la table. Tout le monde était autour de la table et ils ont pris les processus à bras-le-corps, les sujets d'expérience client à bras-le-corps. Troisième méthode de ces champions, c'est qu'ils travaillent, ils se jettent sur les détails. Ce qui les intéresse, vous avez vu dans les parcours clients qu'on fait, ce qu'on appelle nous des trackers, il y a des sujets qui sont exprimés 1 ou 2% du temps par certains. Et bien ça les passionne. Et les meilleurs
sont passionnés par les détails, parce que, bien sûr, qu'ils ont souvent réglé les gros sujets en général, mais surtout parce qu'ils comprennent que c'est dans les détails, dans ces choses qui émergent tout juste, dans les signaux faibles, dans des bonnes pratiques très isolées, mais qu'on pourrait peut-être systématiser parce qu'elles cartonnent dans tel ou tel magasin ou dans telle et telle succursale, etc., il y a moyen de faire mieux. Et il y a une bonne pratique qu'on peut déployer à l'ensemble du réseau, par exemple. On l'a vu, Maïf a une capacité à se jeter sur les détails. Ce qui lui passionne, c'est les sujets qui sont à 1 ou 2%. Parce que c'est là, en fait, c'est en s'intéressant à ces détails qu'ils auront les grands sujets de demain. Et c'est ce qu'ils ont compris. Maïf fait ça, Leroy Merlin aussi, Toyota aussi, et d'autres. Cette capacité à s'intéresser à des détails. Et c'est ces détails qui sont déterminants pour eux. Quatrième méthode, c'est la prise en compte systématique du point de vue du collaborateur. Les meilleurs, les champions, ne se contentent pas de regarder ce que pense le client, ils veulent le mettre en regard avec ce que pense le collaborateur. D'où le fait que ce sont les meilleurs qui ont commencé à venir avec nous sur ce qu'on fait, c'est avoir ces expériences miroirs client-collaborateur. Parce que c'est très important pour eux. Parce que écouter le collaborateur en écho à ce qu'a dit le client, c'est très important. Parce que on voit aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il commence à y avoir un début de phénomène où on voit de plus en plus des directions communes à l'expérience client, à l'expérience collaborateur. Donc c'est cette idée que aujourd'hui, si on veut travailler et améliorer l'expérience client, il faut commencer aussi par améliorer l'expérience du collaborateur. Donc ce sont des choses qu'on voit de plus en plus. Parce que ça leur permet de comprendre ce que le collaborateur adore faire aujourd'hui. Il y a des choses que le collaborateur adore faire, qu'il rend fier, qu'il valorise, etc. Donc comprendre ça, c'est s'appuyer là-dessus, ça permet finalement de démultiplier des choses et d'embarquer les collaborateurs encore mieux aujourd'hui. Ça permet aussi de comprendre ce que le collaborateur a parfois besoin qu'on leur ouvre les yeux sur certaines choses. Il y a des choses qu'ils font très bien, mais ils ne s'en rendent même pas compte, des choses qu'ils ne perçoivent pas de sources d'insatisfaction chez les clients, donc ils ont besoin qu'on leur ouvre les yeux là-dessus. Et puis il y a aussi des pièges dans lesquels les collaborateurs sont, ils ont besoin d'être aidés. Et ils le disent spontanément dans ce genre d'enquête, où on comprend qu'ils ont besoin d'être aidés parce qu'ils ne s'en sortent pas là ou là ou là ou là. Et qu'on leur demande parfois d'appliquer des règles qui sont iniques ou des choses comme ça. Bref. Je passe vite là-dessus parce qu'il ne me reste plus que 3 minutes. Les champions aussi font très très attention, j'ai plus que deux slides, celle-là, les champions font très attention à soigner les feedbacks aux collaborateurs. Très attention. Ils font très attention à la forme. Je me souviens de 2 exemples. Le meilleur exemple, honnêtement, c'est l'exemple chez Leroy Merlin il y a plus de 3 ans, où quand on est arrivé avec l'étude, ils nous ont demandé de faire une restitution devant les 500 managers de magasins. 500 managers, le KPM a fait son travail de PowerPoint, etc. Mais au-delà du 45 minutes de présentation de PowerPoint qui avait été fait, derrière, on avait une troupe de théâtre d'improvisation qui avait été nourrie pendant 2 jours au verbatim, aux différentes situations, etc., qui connaissait tout l'environnement de Leroy Merlin par cœur, et qui, du coup, a pu jouer les 10 scénettes clés des interactions entre clients et collaborateurs qu'on avait mis en exergue pendant l'étude. C'était formidable, parce que les managers qui étaient dans la salle, le public qui était dans la salle, faisaient le casting en disant « toi tu joues le rôle du directeur, toi tu joues le rôle du client, toi tu joues le rôle du copain du client qui est ronchon, toi tu joues, etc., toi tu joues le rôle du vendeur ». Et 30 secondes après, la scénette se mettait devant leurs yeux, ça les faisait mourir de rire, et cette pédagogie par le rire est extraordinairement puissante, c'est un des meilleurs exemples que j'ai vu. J'ai vu aussi des exemples chez Maïf ou chez Air France où ils sont venus avec aussi des clients qui venaient témoigner avant qu'on présente avant qu'on fasse une présentation plus excusez-moi, je n'aurais pas trouvé le terme, plus classique, je dirais. Dernière chose, et j'en terminerai là, c'est chez eux aussi, et on l'a vu beaucoup chez ces champions, il y a une forte diffusion de la culture client à l'interne. Vous voyez l'image ici, on est chez Cofidis. Et chez Cofidis, ça c'est l'entrée de la cafétéria, c'est bourré de verbatim de clients. Positif et négatif d'ailleurs. Et il y a un renouvellement de ces verbatim qui est très fréquent. Donc du coup, c'est une façon de diffuser de la culture. On l'a vu, plein d'exemples on connaît tous l'exemple de la chaise qui est censée représenter le client, la chaise rouge qui est censée représenter le client. Il y a des entreprises dans lesquelles, dans chaque réunion, il y a 5 minutes de lecture de verbatim client, avant chaque réunion, que ce soit au CODIR ou n'importe quelle réunion, ça commence par 5 minutes de lecture de verbatim de client. Il y a 2 entreprises dans lesquelles, par exemple, il y a toujours quelqu'un qui est nommé pour représenter le rôle du client. Et si cette personne dit qu'on passe plus de 5 minutes sur un sujet qui ne concerne pas le client, on arrête tout de suite. Il a un droit de veto et on arrête la conversation et on passe à autre chose. Cette diffusion de la culture client, ça peut se faire par des écrans. J'ai vu plein d'entreprises dans lesquelles, chez les champions d'expérience client, dans lesquelles on a des écrans avec le score de NPS, les étoiles, les verbatims de clients qui défilent comme ça, etc., qui sont aussi des moyens de diffuser la culture client au sein de l'entreprise. Il est 44, je m'arrête là. Je voulais... Ah oui, dernière chose, oui, il faut mesurer.
excusez-moi, je termine là-dessus, il faut mesurer encore et encore. Mesurer pourquoi? Parce que c'est important de mesurer, parce que c'est ça qui va vous permettre de montrer les progrès que vous faites à votre codir, et qui va vous permettre du coup de récupérer du budget l'année d'après. Il faut mesurer encore et encore pour motiver les équipes. Parce que les progrès que vous faites, eh ben, c'est ça aussi qui va permettre de mobiliser les équipes, de leur montrer les progrès qui sont faits, de montrer que ça a de la valeur et qu'on travaille dans le bon sens. Voilà, 45 pile. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, ce qui sera certainement le cas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les formuler. Alors, je vous donne mon adresse mail, par exemple, si vous avez le moindre chose. C'est laurent.garnier@kpam.fr et j'y répondrai très volontiers, ou sur LinkedIn, ou etc. Vous pourrez, vous savez, revoir ce webinaire vidéo aussi. Enfin, voilà. J'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas si ça continue ou pas, mais oui, ça continue un petit peu. Donc, si vous avez des questions, je les prends très volontiers. Voilà. Merci à tous, en tout cas, et peut-être à bientôt. Au revoir.